Qui suis-je? Quelle est la nature de l'énergie qui m'entoure? Et comment m'affecte-t-elle? Jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui puisse m'inspirer l'idée que la force cosmique soit la manifestation d'un esprit ou d'une volonté semblables aux miens, mais infiniment amplifiée. Une conscience puissante et intentionnelle qui traite individuellement et directement avec les misérables résidents d'une malheureuse fiente de mouche sur la porte arrière d'un univers microscopique et qui choisit cet excrément purulent comme l'unique endroit où envoyer un fils unique dont la mission est de racheter ces maudites vermines habitant la fiente de mouche que nous appelons être humain? Tout cela est si puéril. Je ne peux m'empêcher de rejeter une philosophie qui voudrait m'imposer ces balivernes. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette exploration, je ne suis pas seul, mais au contraire accompagné de mon hypermnésique préféré. Bonsoir. Bonjour, bonne nuit. Voilà, bonjour, bonne nuit, effectivement. Je ne t'ai pas présenté, tu t'appelles Audrey. Tout à fait. C'est Voilà. bien, toi, tu t'en es rappelé aussi. Oui, mais moi j'ai l'hypermnésie sélective. Oui. Donc, blague à part, si vous n'êtes pas familier de ce concept, l'hypermnésie, c'est la capacité à se rappeler de détails que 99% des gens normaux oublieraient compte tenu de leur importance dans le contexte. Parce que se rappeler que 1515, c'est la date de la bataille de Marignan, vu que c'est la date la plus facile à se rappeler de toute l'histoire de France, et que c'est devenu un mème, bref, tout le monde peut le faire. Mais se rappeler que le train que vous avez pris il y a 3 semaines et demie pour un obscur rendez-vous professionnel, en fait, il est parti à 14h37. Normalement, on est censé oublier ça. Vous vous en rappelez les jours qui suivent et vous vous oubliez dans les semaines qui suivent. Alors, non seulement je me rappelle à quelle heure il est parti, mais souvent je me rappelle même de la place à laquelle j'étais assise. C'est pour ça, chers auditeurs, que je ne blague pas quand je dis qu'Audrey est hypermnésique. Voilà, moi j'ai l'hypermnésie sélective. Il y a des choses que j'oublie, il faut me répéter plein de fois, ça n'imprime pas. Et puis il y a des choses effectivement dont je me souviens très bien aussi. J'ai l'impression que ton hypermnésie est beaucoup moins sélective et que c'est global en fait. Oui, et que en fait, elle est. J'aimerais bien qu'elle soit sélective sur certaines choses et pouvoir oublier un petit peu plutôt que d'avoir encore en mémoire des détails de comment j'étais habillée ce jour si particulier au lycée où il ne s'est absolument rien passé. Oui, parce que mine de rien, si on adhère à la théorie, ce qui semble être la théorie dominante sur le fonctionnement du cerveau, en fait, on a un espace de stockage qui est limité. Même si je me rappelle d'avoir lu un jour un article d'un neuroscientifique qui disait arrêtez de comparer l'esprit humain à un ordinateur. Alors, il avait un excellent argument d'ailleurs, on va dire historique, et par extension épistémologique, qui est qu'en fait, à chaque fois qu'on a inventé les technologies, en gros, les philosophes, selon les époques, ont essayé de faire rentrer la théorie de l'esprit humain dans ça. C'est-à-dire que si on caricature, à la Renaissance, ou disons plutôt après la Révolution industrielle dans l'Angleterre victorienne, on trouvera sûrement un philosophe qui avait théorisé que dans l'esprit humain, il y avait des rouages. C'était alors une métaphore, bien sûr, mais on avait des machines avec des engrenages et des rouages. On imaginait donc que d'une certaine manière, c'était une bonne métaphore pour parler de la cognition humaine, etc. Et donc, avec l'arrivée de l'ordinateur, on se met à se dire, ok, alors, c'est pas forcément qu'on compute des 0 et des 1, mais il y a une mémoire de travail, une mémoire vive, etc. Surtout qu'en plus, la manière dont on nomme les inventions, on le fait souvent avec notre propre biais anthropocentrique. Et donc, en fait, je raconte les choses un peu à l'envers, parce que c'est plutôt que on va distinguer 2 types de mémoire dans un ordinateur. On va se dire, il y a une mémoire de stockage, par affinité avec le stockage physique des biens matériels dans les entrepôts, et puis il y a une mémoire de travail, mais... Et après, il y a un effet de rétroaction où on va reprendre ces concepts et puis les appliquer au cerveau de façon plus ou moins métaphorique, etc. Mais si on adhère à cette vision, certes critiquable, mais je pense que la notion de mémoire de stockage / mémoire de travail pour l'être humain, elle s'applique assez bien. La mémoire de travail, c'est votre capacité à vous concentrer, c'est l'attention. À quoi vous êtes en train de réfléchir maintenant? Là, pendant que vous écoutez ce podcast, est-ce que vous faites la vaisselle et que vous ne pensez à rien d'autre? Ou est-ce que vous nous écoutez en conduisant et que du coup, vous risquez d'avoir une accident de voiture parce que c'est dur de suivre mes élucubrations pseudo-épistémologiques et surveiller la route en même temps, sauf si vous êtes dans les bouchons, parce que c'est l'heure de pointe. Bref, tout ça, mémoire de travail et de stockage, ça marche plutôt bien, mais du coup, ton hypermnésie, elle fait que
tu encombres, entre guillemets, ta mémoire de stockage avec des tas d'informations qui sont, enfin, normalement, qui seraient vouées à être oubliées, justement. Oui, puis du coup, j'essaie de les comprimer, de les compresser au maximum, mais j'ai toujours pas acheté la version payante de WinRAR, donc ça fonctionne pas. Il y a vraiment une version payante de WinRAR? Bien sûr. Ah, je ne savais pas. Mais personne ne sait parce que tout le monde utilise la version gratuite, mais elle existe, et je ne sais pas qui la paye, très honnêtement. C'est une excellente question et ça me fait penser que j'ai eu dans mes suggestions YouTube récentes une vidéo qui parle d'ailleurs de WinRAR et qui a fait un carton proportionnellement au nombre d'abonnés de la chaîne qu'il a sorti. C'est une petite chaîne business dont j'ai pas retenu le nom parce que je ne la connaissais pas, mais là le mec a fait genre plus de 200 000 vues avec une vidéo sur le logiciel gratuit qui rapporte des millions ou le business bizarre du truc gratuit, et c'était sur WinRAR effectivement, avec ce petit logo que tout le monde connaît. Oui. Il existe même, je l'ai vu passer la semaine dernière, il existe un sac à main au logo de WinRAR et je le veux. Aujourd'hui, on vous retrouve pour parler d'une nouvelle qui s'appelle donc Memory, traduit en français bizarrement sous le titre Mémoire à une certaine époque. Alors, je précise qu'on n'a pas de version physique de la traduction française en notre possession. J'ai remonté, ou plutôt démonté toute ma bibliothèque Lovecraftienne pour essayer d'en trouver une trace. Mais je ne l'ai pas. Par contre, vous avez une version gratuite sur Wikisource. Vous trouvez aussi une version audio, je pense notamment à l'excellent Tindalos qui lit l'intégralité de Lovecraft. Traduit donc sous le titre Mémoire, puis retraduit depuis sous le titre Souvenir, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est bizarre de traduire ça sous le titre Mémoire, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça c'est très littéral. Alors, est-ce que c'est pour rendre grâce au fait que Lovecraft essayait d'écrire dans l'anglais du XVIIIe siècle et qu'au XVIIIe siècle, en français, on aurait traduit Memory par mémoire? Tu vois? Ou est-ce que c'est juste parce que le mec était payé au lance-pierre et que c'était un pigiste? Parce que, je sais pas, enfin, c'est vrai que Memory, aujourd'hui, on le traduit systématiquement par souvenir. Ouais, mais voilà, je trouve que mémoire, ça marche mieux. Ici, le Frédéric du montage, je me rends compte, en montant l'épisode, que j'ai laissé passer une énormité de ma propre part, puisque aujourd'hui encore, au XXe siècle et au XXIe siècle, je dis XXe siècle parce que c'est l'époque où les traductions de Lovecraft ont été faites, les premières traductions en français, évidemment que même aujourd'hui, dans un registre moderne, on peut parfaitement traduire Memory par mémoire, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en informatique. C'est donc d'autant plus ironique que je n'ai pas fait cette remarque au moment de l'enregistrement, puisqu'un peu plus tôt, je parlais de mémoire vive et de mémoire de travail. Il s'avère que mémoire vive, en anglais, se dit Random Access Memory. Donc, le mot, le titre de la nouvelle Memory est parfaitement, je vais dire, polysémique. Il peut être traduit aussi bien par souvenir que par mémoire. Voilà, c'est une question de ressenti personnel au moment de la lecture de la nouvelle, puisqu'en fait, pour moi, le démon devait plonger dans ses souvenirs pour répondre à la question du génie, mais évidemment, qu'en plongeant dans ses souvenirs, en fait, il plonge dans sa mémoire. Et vu que, on peut même aller plus loin, on peut faire remarquer que la nouvelle reste très vague, et qu'en fait, le daemon ne raconte pas un élément précis, un événement précis, il ne raconte pas une petite histoire, il donne une réponse globale en se plongeant dans sa mémoire. En fait, il est plus question justement de mémoire tout court que d'un souvenir dans le cadre de la nouvelle. Bref, vous me direz en commentaire si vous pencheriez plutôt pour une traduction avec mémoire ou une traduction avec souvenir, mais les deux sont parfaitement légitimes. Intéressant, du coup je ne sais pas comment je vais titrer notre propre... Bon, vous avez remarqué, c'est pour ça que moi je mets en général le titre original de la nouvelle, ça évite tous les problèmes à ce niveau. Donc une nouvelle particulièrement courte, on va y revenir, qui aurait été écrite en gros au printemps 1919, donc il s'est écoulé très peu de temps depuis Beyond the Wall of Sleep, puisque basiquement la nouvelle Memory a été publiée en juin 2019 dans le United Cooperative, donc encore un journal amateur. Elle aurait été écrite avant juin, c'est sûr, ça peut être début juin, en tout cas moi j'ai pas la date exacte de parution du Coopérative, et en plus on en reparlera notamment dans la dernière section de ce podcast, mais dans la presse amateur, dans la presse amatrice devrais-je dire, dans le milieu du journalisme amateur, où Lovecraft a fait ses armes, a gagné ses premiers
a commencé à développer un certain prestige, en fait, il y avait souvent des problèmes, des gros décalages entre la date supposée, la date que le petit journaliste amateur allait apposer sur son exemplaire, sur sa revue, et la date réelle de publication. Donc, est-ce que le coopératif de juin 19 est sorti, a été mis à la presse une semaine avant, ou est-ce que ça faisait 2 mois qu'il y avait des allers-retours avec différents participants, etc. Bon, en tout cas, dans le recueil qu'on utilise, qui nous sert un peu de fil rouge, donc le fameux recueil de Barnes & Noble, on prend les œuvres dans l'ordre qui nous sont données, dans l'ordre où elles nous sont données, et donc je pars du principe que ça a été écrit peu de temps ou vraiment de façon contemporaine à Beyond the Wall of Sleep, j'allais dire Far Beyond Driven, qui est un excellent, si ce n'est le meilleur album de Pantera, mais là on va complètement digresser. Voilà, tu allais dire quelque chose, Audrey? Oui, j'allais dire que sur justement les soucis de date de parution de journal, c'est pour ça que le journal de mon lycée, c'était un bimensuel hebdomadaire à parution aléatoire. Et que globalement, on avait un nouveau journal, un nouvel exemplaire tous les trimestres, basiquement. Le temps que Il changeait de titre, tu veux dire? Non, il y avait une nouvelle publication. Une nouvelle publication, ouais. On avait 3-4 numéros par an. Voilà, ce qui veut dire que, du coup, vu le peu d'espace entre l'apparition et l'écriture, en tout cas, j'allais encore dire Far Beyond Driven. Bon, je vais arrêter. Je vais essayer de me reprendre. Par-delà le mur du sous-vêtement, n'est-ce pas? Et Memory, on va assez peu parler de biographie, en tout cas pas sous l'angle qui consiste à énumérer des événements de vie. On vous parlera un peu plus tard dans cet épisode de Lovecraft Thérapie, on vous parlera un petit peu plus tard d'un cheminement intellectuel qui se passe du côté de Lovecraft, puisque l'année 1919 est assez charnière à ce niveau-là. On va dire globalement tout l'après-guerre. Mais j'y reviendrai le moment venu. Je propose pour commencer qu'on s'intéresse à cette nouvelle. Audrey, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la nouvelle? Ouais, bah j'ai essayé de faire un résumé qui ne soit pas plus long que la nouvelle elle-même, puisqu'elle fait 5 paragraphes. Hein. Et il y a des paragraphes de 2 lignes. Ouais. Ça tient sur une page, hein, sur le recueil Barnes & Noble, là ça fait une page pile poil. Donc, Memory se passe dans la vallée de Nice, près de la rivière Tom, où le démon et le djinn se rencontrent furtivement pour évoquer les anciens êtres du passé, les hommes. La rivière Tom, c'est la version Wikisource? Oui. Ok, parce que ça m'a frappé aussi dans la version audio lue par Tindalos. Il emploie aussi le terme de Tom. T-H-O-M, ouais. Ouais, j'ai pas été vérifier qui était le traducteur, sachant que dans la version originale, la rivière s'appelle Tan, qu'il faudrait sans doute plutôt prononcer Fan. Ce qui permet de faire la rime avec man. On est en train de vous spoiler un petit peu le dénouement de la nouvelle. Mais du coup, Tom et homme, ça fonctionne aussi. Et j'ai plus de choses à dire justement sur le fait que ce soit Tom que Than, mais ce sera pour tout à l'heure. D'accord, mais voilà, on est typiquement confronté à un problème. Quel problème que vous auriez si vous traduisez de la poésie, quoi? Puisqu'il faut que le nom de la rivière qui est présenté dans cette brève nouvelle rime avec le nom des hommes ou de l'humanité ou des humains ou de Homo sapiens. Et c'est un petit peu comme l'histoire d'anagramme par exemple de Harry Potter. Tout à fait. Où il fallait que je suis Tom Jedusor, je sais pas quoi là. Il fallait que la phrase I am Lord Voldemort soit compréhensible et adaptable dans toutes les langues. Donc en français c'est je suis Tom Jedusor. Il y a plein de langues qui ne l'ont pas du tout traduit. Et alors après, je parle pas espagnol, donc qui l'ont pas traduit, donc qui ont laissé la phrase en anglais. Qui ont laissé la phrase en anglais, ouais. C'est un bon choix en aussi. expliquant en fait en note de bas de page pourquoi ils l'avaient laissé en anglais. Ouais. Je crois qu'en espagnol c'est Yo soy Elvis. Oui, il y avait Elvis. Quelque chose comme ça. Quelqu'un nous a expliqué. Je ne parle pas espagnol, donc je peux pas faire l'anagramme de tête. Mais voilà, c'est pas mal de choses comme ça, ouais, d'anagrammes avec lesquels on doit s'arranger avec la réalité. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle Memory? Je l'ai bien aimé. J'aurais aimé une suite, pour le coup. Un développement, tu veux dire? Un développement, pas ouais, Memory 2, quoi. Non, pas un Memory 2, mais qu'on en sache un petit peu plus sur ce démon et ce djinn. Mais du coup, en fait, c'est mon imaginaire qui a fait tout le reste, parce que moi, je me suis tout de suite représenté 2 personnes. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Ouais, vas-y. Pour moi, ça m'a fait penser au djinn de 3000 ans à t'attendre, de George Miller. Joué par Idris Elba. Et donc, je me suis imaginé que le djinn, c'était lui. Okay. Et que le démon, c'était une des personnages. C'était pas un célèbre acteur américain? C'était pas Matt Damon.
C'est ça, non, que c'était peut-être une des personnes qu'il rencontrait au fil de ces histoires et que c'était peut-être la 4e histoire qu'il n'avait pas encore eu le temps de raconter à Tilda Swinton. Ah, ok, le démon pouvait être, le daemon pouvait être un des personnages potentiellement. Donc il y a aussi une suite potentielle à 2000 ans à t'attendre en fait. Alors c'est 3000 ans à t'attendre, Ouais, 2000 ans 3000 ans. c'était le préquel. 2000 ans c'était le truc avec les bergers, là, les agneaux, j'ai pas tout compris, les mecs qui apportent la galette, là, Melchior et Balthazar là, et tout. C'est ça. Et alors, ça va spoiler sans vraiment spoiler, je vais juste parler de la dernière scène. Ah, de 3000 ans. De 3000 ans à t'attendre. Je croyais que t'allais dire ça va spoiler Memory. Alors oui, je pense déjà pas fait. que beaucoup de gens vont découvrir Lovecraft Therapy avec cet épisode. Normalement, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez plutôt découvert avec un des épisodes précédents. Et bienvenue à vous d'ailleurs. Et évidemment, on va être obligé de spoiler le dénouement de cette nouvelle. Dénouement vers lequel vos yeux vous emmèneront juste si vous regardez en bas de la page, juste après avoir ouvert le bouquin. Donc en fait, sur cette dernière scène de 3000 ans à t'attendre, on est dans un parc londonien où les couleurs sont ultra saturées. Ouais. Vraiment, l'herbe est presque verte fluo. Et du coup, ça contrastait pas mal avec le descriptif qui nous était fait là de la vallée. Parce qu'on nous parle de prairies nauséabondes. Donc, si c'est vert fluo, c'est pour d'autres raisons. Ouais. Et du coup, je me suis dit non, mais en fait, c'est quand même le même univers, c'est juste l'autre côté de la pièce. Il y en a une où c'est la vision du djinn, donc celle d'Idris Elba. Et ce qu'on voit là dans la nouvelle de Lovecraft, c'est la version du démon. Donc, je sais pas, j'ai lu la nouvelle hier soir, il était un peu tard, je suis peut-être un peu parti loin, mais. En tout cas, voilà, c'est mon interprétation. Ok. Ok. Moi, un truc qui m'a frappé dans la nouvelle, en fait, c'est que. Alors, je sais pas si on peut vous la raconter. En fait, cet épisode a été compliqué à faire. Bon, déjà parce qu'il y a des travaux dans les appartements à côté de là où on enregistre, etc. Donc, c'est un peu le bordel autour de nous. Mais aussi parce que. En fait, le podcast qui m'a servi d'inspiration quand j'ai eu l'idée de créer Lovecraft Therapy, donc un podcast qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelait à l'époque le Howard Phillips Literacy Lovecraft podcast, quelque chose comme ça, qui s'est rebrandé en Strange Studies of Strange Stories, parce que évidemment depuis ils ont largement épuisé le catalogue Lovecraftien. Ils n'ont pas fait Memory. En fait, ils ont choisi de la sauter. Ce qu'on peut comprendre vu la brièveté de la nouvelle et aussi vu le fait que c'est considéré comme un poème en prose en fait. Oui. Plus que comme une nouvelle, même si des nouvelles très courtes ça existe. Mais donc je trouvais l'exercice un peu périlleux. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter si on réfléchit en termes de narratif et de narration. Il n'y a pas grand chose à rajouter au résumé qu'Audrey vous en a fait parce que voilà, ça fait littéralement une page. Après, on peut s'attarder sur l'analyse un petit peu stylistique, sur des tournures de phrases, etc. Et auquel cas, et on peut aussi bien sûr vous révéler la chute, puisque là on a parlé d'une certaine rime, mais on n'a pas dit pourquoi il y avait une rivière qui rimait avec le nom des humains. Un truc qui est assez frappant, c'est le décor qui est, en fait, moi qui m'a encore fait penser aux influences gothiques, et bien sûr poesques, on va en parler, de Lovecraft, puisque j'ai pensé à Polaris et au narrateur qui vit dans son marécage. J'ai pensé à l'alchimiste avec les ruines, la tour au-dessus de la forêt sombre, etc. Parce qu'on a donc effectivement... Alors on a la lune waning, alors pareil, évanescente on pourrait dire, mais surtout qui est accursed, donc cursed tout court en fait. Une lune maudite ou malfaisante pourrait-on dire, qui a des cornes, et dont la lumière se fraye un chemin au sein d'un feuillage mortel, un lethal foliage. Alors, pour le coup, je ne sais pas si tu as la ref, parce que je me suis demandé si le Upatri qui était mentionné était un truc qu'il avait inventé. Comme Lovecraft aime bien inventer des mots quand il flirte avec la fantaisie, on l'a vu là encore dans Polaris. Et en fait, non, les Upas, c'est un vrai truc qui existe. Oui. Voilà. Tu comptais en parler ou... Non. Ok, c'est un truc qui existe et qui a la réputation... je vais ouvrir brièvement mon navigateur internet. Donc, Antiaris toxicaria, appelé vulgairement Upas antiar, ou plus simplement Upas, ou encore Hippo, est une espèce de plante à fleurs de la famille des Moracées, et c'est un arbre sempervirente originaire du sud-est de l'Asie. On en trouve en Inde, au Sri Lanka, un petit peu en Chine, aux Philippines, aux îles Fidji. Bref, il produit un latex très toxique. Et en fait, le mot upa, enfin upas avec le S, c'est du javanais qui signifie poison.
Et donc, il y a même une section dans la page Wikipédia, Légende des vapeurs mortelles. Ça fait presque titre de film de Hong Kong, tu vois. La légende des vapeurs mortelles. À côté de nouilles en Harry-le-bol et un petit coup dans les baguettes. Oh là là. Qui sont des vrais titres de films, hein, c'est pas de ma faute. Oui, mais ça ne vaudra jamais par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Je me sens obligé de vous lire ce truc. Donc, en décembre 1783, un article signé du nom d'un certain Dr Furch, un supposé voyageur néerlandais qui aurait été chirurgien à Samarang, sur l'île de Java, en 1773, livre dans le London Magazine un récit de voyage contenant des allégations mensongères au sujet de l'upas. Il décrit l'arbre comme émettant des vapeurs empoisonnées capables de tuer toute vie animale dans un rayon de 15 miles. Il raconte également que l'arbre est utilisé comme un moyen de punir les condamnés à mort qui ont le choix entre subir leur peine aux mains du bourreau ou bien tenter d'aller recueillir le poison de l'upas en s'exposant aux vapeurs mortelles, tâche périlleuse que seuls 2 condamnés sur 10 en moyenne arrivent à accomplir en s'en tirant vivant, toujours selon ce néerlandais. En réalité, l'article est une pure invention. En fait, c'est l'ancêtre de Didier Raoult, quoi. À moins que ce soit l'ancêtre de Idriss Aberkan. Bon, allez. J'arrête comment dire, d'avilir ce podcast avec des références contemporaines. La question, c'est, est-ce qu'à l'époque... Oui, 1773. Donc, effectivement, Lovecraft avait dû entendre parler de cette théorie. Tout à fait. Ce qui explique son choix de l'upas comme élément de décor. Et donc, on nous parle de... alors, j'ai toujours du mal à traduire vines, parce qu'en fait, si tu traduis par vigne, c'est un peu... c'est des plantes... c'est pas grimpantes, mais c'est des lianes, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire ? Comme du lierre ? Oui, comme du lierre, etc. C'est des plantes qui ont beaucoup de... on va dire beaucoup de filaments. Un peu comme les racines de mâche. Bref, donc les vines, je vais les garder comme ça, je me vois vraiment pas appeler ça... traduire ça en vigne. Donc, ce sont des evil vines, d'accord ? Oui, c'est comme ça que c'est traduit dans la version Wikisource. Par vigne ? Oui. Ok. Vigne empoisonnée. Ok. Et des plantes rampantes. D'accord. On a des monolithes étranges, on a des serpents venimeux, on a des choses qui ne méritent pas d'être nommées. Non, c'est pas d'être nommées. C'est des choses sans nom. Je retrouve pas la ligne. Des choses sans nom, mais elles aussi couvertes d'écailles. Je mélangeais 2 éléments. C'est pas ne pas être nommé, c'est des choses qui ne doivent pas être observées. And within the depth of a valley, where the light reaches not, move forms not meet to be beheld. Donc des choses qui ne sont pas faites pour être vues. Donc on a toute cette mise en scène qui renvoie un petit peu là encore à des... peut-être pas des tropes gothiques. On n'est pas au niveau de tropes de Polaris avec le marais, mais on retrouve la lune un peu malveillante, un grand classique qui est aussi au début de Polaris. Et on a aussi le côté avec les ruines, la thématique des ruines de marbre qui sont omniprésentes dans Polaris, bien sûr, et globalement la thématique des ruines qu'on a aussi sur l'alchimiste. Enfin bref, donc on a ce setup qui est complètement gothique, là encore. Et puis après, on a cette conversation entre donc, un génie et un daemon, et ça fait partie des choses que je voulais aborder avant qu'on parle du dénouement de la nouvelle, si je puis l'exprimer ainsi. Donc, Joshi, c'était Joshi, le bien-aimé biographe principal, top biographe de Lovecraft, n'a pas beaucoup de remarques à faire sur la nouvelle, si ce n'est justement les influences de Poe. Donc, je vais y revenir, mais pour ce qui est... pour les points un peu plus superficiels, mais qui renvoient déjà à Poe, il fait remarquer que justement, il y a un petit poème de prose de Poe qui s'appelle Silence, qui met aussi lui en scène un démon. La différence, c'est que dans le poème de Poe, démon est écrit comme nous l'écrivons aujourd'hui, alors que Lovecraft a choisi de l'écrire Daemon, D-A-E-M-O-N. Comme Philippe Pullman dans La Croisée des Mondes. Comme Philippe Pullman dans La Croisée des Mondes, un livre que tu aimes mentionner et que tu avais déjà mentionné sur Polaris d'ailleurs, je crois. Et que je suis prête à mentionner toutes les semaines s'il le faut. D'accord. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que, en fait, vous savez que Lovecraft était féru de mythologie gréco-romaine, et il s'avère que dans la mythologie grecque,
même si Lefrave d'ailleurs parlait beaucoup mieux latin que grec. Il n'a jamais été très bon en grec, mais il était excellent en latin. Il a lu, le nom m'échappe, il a lu Lucrèce en latin, d'après Joshi. En fait, dans la terminologie de la Grèce antique, pardon, en fait, daimon n'a pas du tout la connotation négative que nous, on utilise avec ce mot. En fait, le daimon, c'est une sorte de déité, un esprit guide, guiding spirit. Et le mot vient du proto-indo-européen daimon, qui vient en fait d'un mot sumérien, je crois, ou akkadien. Donc on est vraiment au commencement de la civilisation humaine, 3000, 4000 ans avant JC. Et donc en fait, l'étymologie, notamment le da, en fait, renvoie à la notion de division, donc division ou répartition. Donc en fait, le daimon pouvait être un provider ou un divider des destinées, des fortunes, etc. On pouvait les voir aussi comme les esprits des hommes, Voilà. En fait, c'est pas tout à fait des dieux, mais un peu quand même. Il y a d'ailleurs Homère qui utilise le terme de dieu et le terme de démon de façon interchangeable apparemment dans l'Odyssée. Bref. Donc, on n'a pas du tout ce truc négatif. Alors, le fun fact, c'est que la connotation négative, en fait, vient d'une traduction de la Bible hébraïque en grec. Donc, c'est le grec de la Koine. Je sais pas si ça te parle, toi qui as fait... Pas du tout. D'accord. J'ai pas fait grec. Ouais, mais comme tu as étudié la linguistique, ça pourrait être... Ouais, ça aurait pu. Mais donc, c'est une période du grec, voilà. Et donc, c'est la fameuse traduction Septante, dont je n'avais jamais entendu parler avant de préparer le podcast, car je n'ai jamais eu de cours de catéchisme. Traduction donc de la Bible hébraïque en grec. Et en fait, apparemment, là, il y a eu ce truc de mettre une connotation négative au mot démon, qui est resté jusqu'à nos jours, du coup. Okay. Voilà. C'est assez amusant. Là encore, la dérive sémantique, voilà. Et je voulais relever le fait que Lefrave, lui, choisit l'orthographe grecque, qui est une marque de sa culture, et qui veut dire aussi que malgré la mise en scène un peu gothique, qui se veut peut-être inquiétante, le daimon en question n'est pas forcément du tout une personnalité, une entité maligne. Autre référence à Poe, on a un poème de Poe qui s'appelle, alors en français, La vallée de l'inquiétude. Donc le poème de Poe, traduit en français, je crois que c'était par Baudelaire, comme la plupart de ses œuvres, mais pas que, il y a aussi Mallarmé qui a traduit Poe, bref. Le titre, c'est La vallée de l'inquiétude, mais en fait, La vallée de l'inquiétude, et donc The Valley of Unrest en version originale, a eu plusieurs versions, et une des proto-versions du poème en question s'appelait The Valley Nice. Voilà, Nice, N-I-S, la même vallée Nice mentionnée par Lefrave. Donc là, évidemment, pour Joshi, ça c'est signé. C'est Lefrave qui rend un clin d'œil à sa grande aspiration qui est Poe. Et l'autre élément, c'est la partie de dialogue en fait entre le génie et le démon, qui, toujours d'après Joshi, renverrait, et vous allez voir qu'il y a, il y a un faisceau de preuves. Ce dialogue renverrait à une autre nouvelle ou un poème en prose, je sais pas trop, une nouvelle courte en tout cas de Poe qui s'appelle The Conversation of Eros and Charmion, traduit en français par tout simplement Conversation d'Eros avec Charmion, je crois, quelque chose comme ça. Traduit par Baudelaire pour le coup. Et en fait, c'est un dialogue entre deux personnages qui ne nous sont pas contextualisés, mais dont on va comprendre que c'était des êtres humains qui sont morts et qui sont en train de parler au paradis. Ce que Baudelaire a choisi ciel, a choisi de traduire par ciel, c'est I-E-L. Sauf que, en fait, dans le texte de Poe, c'est pas du tout. En fait, il emploie le mot Éden, mais il ne l'écrit pas du tout comme ça s'écrit, E-D-E-N. Il l'écrit A-I-D-E-2-N, ce qui donne un côté un petit peu celte au mot. Et j'ai vérifié, je me suis dit, c'est peut-être juste une ancienne formule, là encore, un orthographe qui s'est perdu, comme pour daimon, justement. Mais pas du tout. Je n'ai trouvé aucune trace d'un autre usage de ce terme. Voilà. Et donc, je trouve ça dommage que Baudelaire, dont beaucoup de gens chantent les louanges sur ses traductions, en disant « Ah, il a vraiment bien traduit Poe », ait choisi de traduire ciel avec un orthographe normal, sans essayer, je sais pas moi, de mettre S-C-H, I-E-L. SCH n'était pas encore connu à cette époque, il ne pouvait pas le nommer. C'est pour les gâter. Ces blagues vont mal vieillir, parce que si vous écoutez le podcast dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on se souviendra encore de SCH. Rien de personnel, il est très sympathique, mais voilà, faut se méfier des références trop contemporaines, là encore. Et cette demi-blague que je viens de faire est totalement alignée avec ce qu'on va dire de la nouvelle, donc c'est bien.
Voilà, je voulais remarquer en tout cas quand même que la traduction de Baudelaire, c'était un peu fainéant sur mille là, de traduire Eiden partiel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle en question donc, de cette conversation entre Eros et Charmian n'est pas juste une conversation. Sinon, ça serait un petit peu, ok, pourquoi est-ce que ça ressemble à ça, etc. C'est parce que c'est une conversation où donc ces deux personnes dont on comprend qu'il y en a une qui vient d'arriver à Eiden, tandis que l'autre était là depuis plus longtemps et apparemment on l'attendait. En fait, celle qui est là depuis plus longtemps demande à l'autre de lui expliquer qu'est-ce qui a détruit l'humanité. Et c'est donc une nouvelle où, donc je ne veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus qui est qui, donc je ne veux pas dire de bêtises entre qui raconte et qui écoute, mais le narrateur, en fait, celui qui pose la question dit « Ouais, je sais en gros qu'il y a une catastrophe, mais franchement, il faut me rappeler tout le détail, etc., s'il te plaît. » Donc c'est un gros prétexte pour qu'il y ait le récit qui se fasse. Et donc, la personne qui raconte explique qu'en fait, c'est une comète qui est arrivée sur la Terre, une comète gazeuse, et qu'elle a basiquement cuit ou asphyxié tout le monde. J'ai pas bien compris le détail, mais ce qui m'a fait rire, au-delà du fait que c'est une conversation au sujet de la catastrophe qui a fait disparaître l'humanité tout entière, donc là, on commence à avoir quand même un gros parallèle avec Memory de Lovecraft, ce qui m'a fait sourire, sachant que je connais assez mal l'œuvre de Poe, hein, je connais surtout ces nouvelles vraiment narratives, comme La chute de la maison Usher, Le chat noir, Le cœur révélateur, l'IGA, ce genre de choses. Mais ce qui m'a fait rire, c'est cet extrait que je vais vous lire. Donc, extrait de la nouvelle de Poe, disponible notamment sur Wikisource pour la version française, la version originale aussi. Donc, on a ce narrateur, enfin, Eros ou Charmian, qui dit « On savait depuis longtemps que l'air qui nous enveloppait était ainsi composé. Sur 100 parties, 21 d'oxygène et 79 d'azote. L'oxygène, principe de la combustion et véhicule de la chaleur, était absolument nécessaire à l'entretien de la vie animale et représentait l'agent le plus puissant et le plus énergétique de la nature. L'azote, au contraire, était impropre à entretenir la vie, ou combustion animale. D'un excès anormal d'oxygène devait résulter, cela avait été vérifié, une élévation des esprits vitaux semblable à celle que nous avions déjà subie. C'est l'idée continuée, poussée à l'extrême, qui avait créé la terreur. Quel devait être le résultat d'une totale extraction de l'azote ? Une combustion irrésistible, dévorante, toute puissante, immédiate. L'entier accomplissement, dans tous leurs moindres et terribles détails, des flamboyantes et terrifiantes prophéties du Saint-Livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe dans ce passage, Audrey ? Je sais que tu n'aimes pas Poe en général, mais... Pas spécialement, non. La scientificité, les dosages d'azote et d'oxygène et tout. J'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, mais c'est du proto-Lovecraft, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai, en plus, ça m'a fait penser justement à quelque chose que j'ai noté après, mais... C'est pour ça, du coup, quand tu as parlé d'azote, j'ai été relire mes notes pour voir si ça allait coller avec ce que j'allais annoncer après, mais non. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu perdu, mais non. Alors j'avoue que je ne suis pas grand fan de la nouvelle de Poe, même si j'aime bien ce que je vais appeler son cynisme. Alors c'est peut-être pas le meilleur terme, mais en fait, le narrateur qui explique comment on est arrivé au moment final de la catastrophe montre en fait à quel point les humains ont été dans le déni, quoi. C'est-à-dire qu'en gros... Quand ils ont vu que c'était une comète gazeuse, il y a des gens qui ont théorisé qu'en fait, non, elle n'était pas assez grosse pour créer un problème. Et puis, comme c'était du gaz, ça n'allait pas créer de catastrophe. Enfin bref. Et puis, au fur et à mesure qu'ils se rendent compte qu'en fait, la comète est énorme et qu'ils voient la température changer, etc., et ben en fait, ils deviennent paniqués. Enfin, le texte est très misanthrope. Alors, je crois que c'est assez caractéristique de Poe, si je me fie à ce que j'en ai lu. Je vois que tu fais une moue, Audrey. Ah oui, non, mais totalement, il était... assez misanthrope, ouais, c'était même assez connu. Et... Ouais, alors je sais qu'il avait mauvais caractère, qu'il était alcoolique, etc. Ouais. Non, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir, mais c'est marrant quand même sur ce truc qui a un dispositif presque un petit peu, là encore, qui référence la Grèce antique. Déjà, les noms, enfin tout simplement, hein. Eiros, E-I-R-O-S, c'est grec. La manière un peu dont c'est écrit avec aussi des dialogues, il y a un côté, peut-être une référence, je sais pas moi, au dialogue... Je trouve toujours Socrate et Platon, duquel on n'a pas de trace et qui a écrit sur l'autre, qui était l'élève de l'un ou je ne sais plus. Je sais plus. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que c'est les dialogues de Platon, vous me direz. Bref, donc ça, c'est les points communs avec Poe. Donc, je vous ai parlé de Silence, je vous ai parlé de la vallée de l'inquiétude, anciennement appelée la vallée de Nice, qui mentionne la vallée de Nice, qui est donc là aussi mentionné chez Lovecraft, et donc cette fameuse conversation d'Eros avec Charmian. Il y a d'autres éléments, moi, qui m'intéressent à un niveau, entre guillemets, superficiel. On va aller après sur vraiment le dénouement de la nouvelle.
de Lovecraft. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est... Alors ça va vous paraître un détail, mais en fait là je fais du foreshadowing pour de futurs épisodes, donc je tiens à le mentionner. Lorsque le daemon explique au génie qu'il y avait des êtres et que ces êtres étaient comme les eaux de la rivière Tom, alors je reprends la traduction française du coup, hein, mais ils n'étaient pas faits pour être compris, hein, puisque la phrase en VO c'est « Those beings were like the waters of a fan, not to be understood ». Je vous prie de noter ça. Alors, vous le notez quelque part, d'accord ? On y reviendra dans 1, 2, 3, 5 épisodes, dans 30 épisodes s'il le faut, mais Ok, fold up. notez que pour Lovecraft, les humains sont incompréhensibles. Voilà. Je n'en dis pas plus. Et un dernier point aussi qui m'a fait tiquer, c'est le choix d'avoir appelé donc, en VO la rivière Tan, T-H-A-N, parce que je pense que c'est tout simplement une référence à Thanatos. Oui. Là encore, l'amour de Lovecraft pour le latin et le grec, et ce qui va nous amener au dénouement de la nouvelle. Pourquoi la rivière s'appelle Thanatos ? Eh bien, parce que le démon explique au génie que avant toutes ces ruines, enfin que les gens, les choses, les êtres vivants qui ont construit toutes ces ruines, c'était des petits êtres qui étaient comme les eaux de la rivière Tan, pas faits pour être compris, que leurs actions, dont le démon ne se rappelle plus, étaient des actions momentanées, instantanées, n'étaient que de l'instant. They were but of the moment. Donc voilà, c'était des actions qui étaient dans l'instantané. C'est un peu dur à traduire, mais en fait, l'idée c'est que par rapport à la perspective temporelle du démon, bah, c'était des actions très éphémères, quoi. Their aspect I recall dimly, for it was like of that of the little apes in the tree. Donc, de leur apparence, je me rappelle légèrement, parce qu'elle ressemblait à celle des petits singes dans les arbres. Their name I recall clearly, for it rhymed with that of the river. These beings of yesterday were called men. De leur nom, je me rappelle clairement, parce qu'il rimait avec celui de la rivière. Ces êtres d'hier s'appelaient hommes. Et donc, nous sommes dans la planète des singes. C'est du post-apo. C'est du Mad Max. Sauf que c'est du Mad Max sans plus aucun être humain. Et du coup, on boucle avec George Miller. Voilà, il faut que je vois Happy Feet d'ailleurs. Est-ce que, Audrey, tu as des choses à rajouter aussi, toi, en termes de points d'intérêt sur la nouvelle ? Tout à fait. Est-ce que tu sais ce qu'est je vais y arriver. Le coélacanthe des Comores. Alors, le coélacanthe, prononcé comme ça ressemble à koala, mais en fait, c'est je l'aurais prononcé différemment. C'est une espèce de coquille gigantesque qui ressemble à un coquillage. Vous savez, ces coquillages qui sont enroulés sur eux-mêmes et qui ressemblent certains utilisent le nombre d'or. En fait, ils sont en forme de spirale. T'es pas tout à fait loin, c'est oui, pas effectivement. Pas tout à fait, non. C'est un poisson. Ok, d'accord. Très rare, considéré comme fossile vivant avec une morphologie dont je n'ai évidemment pas regardé de photo. Ah, mais c'est ça dont je te parle, moi. C'est qu'en fait, il est considéré peut-être comme un poisson, mais en fait, quand tu le regardes, c'est comme, tu vois, une coquille d'escargot. Ouais. Et ben en fait, c'est une coquille spiralée. Mais ça, je crois que c'est la coélacanthe tout court. Et moi, c'est la coélacanthe des Comores. Ah, ok. Qui est vraiment un poisson avec des écailles, qui est très rare, donc qu'on ne peut pas nommer. Comme les créatures dont on vient de parler. Oui. Les petits singes, les serpents et autres créatures à écailles qu'on ne pouvait pas nommer. C'est précisé qu'elles ont des écailes ? Il me semble. Ah, Scaly Things, oui, ok, oui, effectivement. Oui, c'est ça, elles ont des écailles. Ouais. Donc c'est ça, donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait une recherche pour savoir quels étaient les animaux à écailles qu'on ne pouvait pas nommer, en précisant sans photo s'il vous plaît. Alors, oui, je le précise, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, notamment dans l'épisode sur Dagon, je crois, mais il s'avère que Audrey est thalassophobe. Ouais. Et en particulier ischiophobe, mais bon, même les crustacés, les poulpes, etc. Oui, donc on va dire thalassophobe en général, au sens zoologique du terme. C'est ça, ça aurait été que des choses à écailles de type serpent, j'aurais survécu à une photo, mais là je savais que ça allait être autre chose que des serpents qu'on allait me proposer, donc voilà, moi je pense du coup à ce poisson-là, et le savais-tu également Attends, tu m'as dit il est rare, donc on le voit pas, c'est ça ?
En fait, il est très bas, il est un peu dans les abysses, tout ça. Ouais. Et c'est effectivement un poisson qui est très rare, parce que comme on peut l'assimiler à un fossile, bah, en fait, toutes les espèces qu'on a là, elles sont très vieilles. Et apparemment, son mode de reproduction est assez incertain. On sait pas trop si c'est pas vraiment une espèce éteinte, mais c'est pas une espèce qui est en pleine forme non plus, quoi. Ok, alors ça ressemble pas du tout effectivement au... Est-ce que toi, tu pensais? Exactement. Mais ça ressemble effectivement à... On dirait presque que ces écailles, c'est de la pierre, quoi. Tellement il a l'air fossilisé, effectivement. C'est ça, voilà. Son autre nom, c'est poisson fossile. Mais Enfin, ça- voilà, considéré comme fossile vivant, ce qui est un petit peu déjà antithétique. Tout à fait, tout à fait. C'est complètement un oxymore, un ou une oxymore d'ailleurs. Je suppose que c'est lié au fait que c'est une espèce qu'on a réussi à dater comme n'ayant pas bougé depuis, C'est ça. étant apparu depuis des millénaires. Mais alors, je vais faire une parenthèse puisqu'on parle de choses qui vivent sous l'eau, mais en fait, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. Mais vous avez peut-être déjà entendu cette expression de, en fait, bah, on considère que la nouvelle Terra Incognita, c'est l'espace, mais en fait, c'est pas vrai, c'est les océans. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une telle richesse. Non seulement il y a le fait qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller, on ne peut pas descendre à cause de la pression, qui rend l'exploration sous-marine presque aussi compliquée que l'exploration spatiale, d'une certaine manière, en fait. Les contraintes ne sont pas les mêmes, mais il y a un niveau de contrainte qui est quand même spectaculaire. Et il y a aussi la richesse, la foisonnance. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les littoraux, en particulier, on va dire, le littoral normando-breton, normando-breton, pour être très généreux. Je connais assez mal la Méditerranée, par exemple, mais en Bretagne, où les côtes sont très découpées, où elles sont assez variées, vous avez du rocher, du sable, etc. Vous avez des marais aussi, et ça c'est très important pour les micro-écosystèmes qu'on trouve à certains endroits. Il y a une quantité de formes de vie au mètre carré. C'est même pas que la forme de vie animale. Enfin, je sais pas si on considère d'ailleurs les algues comme de l'animal ou du végétal ou un truc hybride. C'est comme le champignon. C'est du végétal, les C'est algues, du c'est végétal, les végétal. algues. Mais il y a une foisonnance de formes de vie dans les milieux marins qui est hallucinante en fait. Et en fait, tu comprends quand tu sais que la vie sur Terre vient des océans. C'est la fameuse soupe primordiale. On dit ça pour parler de la soupe bactérienne, en fait, enfin, bactériologique. Mais les océans sont restés cette espèce de soupe primordiale, quoi. Donc c'est à la fois pas étonnant qu'on y trouve un fossile vivant, malgré les limites logiques de la formulation. Et c'est un truc... bref, je ne vais pas plus radoter et vous parler de mon enthousiasme à ce sujet, mais c'est absolument spectaculaire. Et donc, je vais aussi te parler un petit peu de linguistique et de petits fun facts linguistiques, parce que j'ai fait des recherches sur les différents noms et termes qu'on pouvait voir dans cette nouvelle. Et donc, quand moi je dis que Tom, je trouve que c'est plutôt bien trouvé, parce que du coup, Thom, c'est un prénom anglais Ok. qui signifie jumeau, Ok. le djinn et le démon. Ok. Oui, non, oui, alors oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais comme Daemon n'a pas du tout la connotation négative, etc., en fait, c'est même dans certaines cultures, on considère que c'est l'équivalent de génie, en fait. Tout à fait, Ok, ça veut dire jumeau. oui, Enfin, étymologiquement, ça renvoie à la notion de gémellité. tout à fait. Ok, Et c'est... donc, je trouvais ça intéressant, justement, avec ces deux personnages mythologiques dont on nous parle. Je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, c'est eux, et du coup, le traducteur a vraiment bien bossé son truc. Si ça se trouve, c'est totalement fortuit, et c'est le seul mot qui lui est venu qui rime avec homme, ce qui est un peu plus dommage. Mais en tout cas, ça fonctionne bien avec cette lecture-là. Là où, du coup, mes recherches sur Tan ou Than ont été beaucoup plus courtes parce que j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Je me suis juste rappelé que c'était la 8e lettre de l'alphabet géorgien Ok. et que ça, du coup, ça représentait le son T. Donc T apostrophe. Attends, il y a une lettre qui s'appelle Tan. Oui, en fait, il y a beaucoup d'alphabets où les lettres ont un nom. Enfin, comme nous, le W, c'est le nom de la lettre. C'est pas Oui, c'est pas son son. son son. Oui, d'accord. Et du coup, là, la 8e lettre de l'alphabet géorgien, qui compte 33 lettres, s'appelle Tan. Ok. J'ai aussi un petit peu cherché ce que je pouvais dire sur Nice. À part faire des blagues sur les petits vieux, bien sûr. Ah, sur la Côte d'Azur, tout ça. Ouais, la promenade des ouais, Anglais, non, tout ça. Même pas. Je ne suis même pas allée là-dessus. Mais du coup, Nice, à ne pas confondre avec Nice, écrit N-I-S avec un circonflexe inversé sur le S, prononcé Niche, qui est une ville du sud de la Serbie, pillée en 1096 par Godefroy de Bouillon. Par Godefroy, comment? Par Godefroy de Bouillon. De Bouillon. C'est aussi la formule chimique du sulfure de nickel, NiS. Ok. Sulfure.
C'est aussi l'acronyme de National Intelligence Service, l'équivalent coréen de la DGSI. Ok. C'est aussi l'acronyme de Nippon Ichi Software, société de jeux vidéo qui fait pas mal de tactical RPG. Ou c'est encore l'acronyme de Norton Internet Security qui doit rappeler des souvenirs à beaucoup de nos auditeurs. Ah, dédicace aux gens qui sont encore sous Windows. Et c'est tout pour moi. C'était des recherches très, j'allais dire, intéressantes et pas versatiles, hétéroclites. Tout à fait. La conclusion, la révélation post-apo au sujet de Memory, enfin qui conclut Memory, est une bonne occasion, je pense, pour parler un petit peu de la philosophie Lovecraftienne qui est en train de se... Alors, on a vu qu'elle était présente depuis très longtemps, depuis, je dirais, l'adolescence, quand vous regardez un petit peu les épisodes et les nouvelles dont on a traité précédemment. Mais il y a quelque chose qui se... Alors, cristallise n'est peut-être pas le bon terme, parce que Lovecraft va évoluer tout au long de sa vie sur beaucoup de points, pas tous. Je l'ai déjà expliqué, il va changer de regard, par exemple, sur les Juifs, mais il ne va pas changer de regard sur les Noirs. Mais voilà, la philosophie et ce que Joshi appelle même l'éthique Lovecraftienne n'est pas tout à fait figée. Néanmoins, il semblerait vraiment que la fin de la Première Guerre mondiale ait été le début d'une période de sédimentation, de, voilà, on va dire cristallisation pour faire simple. Et au sujet de Memory, parce que c'est en lien avec tout ça, on a Lance Arnay, dont je ne connais pas du tout le pédigré, mais qui a écrit dans un fanzine qui s'appelait Lovecraft Studies, et qui a échangé avec Joshi à ce point. Lance Arnay, en fait, fait remarquer qu'il s'agit du premier récit de Lovecraft impliquant non seulement l'insignifiance de l'humanité, mais aussi son extinction. Et oui, en fait, c'est la première fois, pour l'instant, qu'on se retrouve confronté à un univers où non seulement l'humain est insignifiant, ça c'est la réalité, nous sommes insignifiants effectivement, mais où cette fois il a directement disparu. On avait des menaces de disparition, par exemple avec les fameux Inutus de Polaris, qui allaient peut-être remplacer le peuple du narrateur, etc. Enfin, qui allaient peut-être. En fait, si tu pars du principe que dans Polaris, c'est pas un rêve, etc., c'est bien ce qui s'est passé. Mais l'humain, dans son intégralité, n'a pas disparu. C'est juste que bon, pour Lovecraft, les Inuits étaient des sous-hommes, quoi, et les humains blancs anglo-saxons étaient des gentlemen, et donc, techniquement, un peuple gréco-fantastique qui avait été remplacé par des Inuits, quoi. Mais on a eu du foreshadowing, en fait, plutôt de par l'insignifiance. Pareil, l'échelle de temps dans Dagon, avec le fait d'avoir une créature antédiluvienne, etc., mais là, en fait, c'est la première fois qu'on a carrément la disparition de l'humanité. Et donc, Lance Arnay s'interroge un petit peu. C'est le Lovecraft Studies numéro 21, je crois, de toute manière, vous aurez les sources dans la description du podcast. Et il dit, et donc, quelle est la signification de cette brève histoire ? Une interprétation, et que sa brièveté même symbolise la fugacité de l'humanité. Ou alors, nous pouvons simplement accepter ce qui est suggéré dans l'histoire elle-même. L'homme n'est qu'un animal temporaire de plus, qui n'est pas moins voué à l'extinction que n'importe quelle autre espèce animale. Et c'est un petit peu l'occasion pour Joshi d'aborder la question du pessimisme cosmique. Une notion qui va évoluer puisque, bon, je vous spoil un petit peu le futur, disons, je sais pas moi, les 10 dernières années de la vie de Lovecraft, mais on va passer plutôt du pessimisme cosmique à l'insignifiance cosmique, à en fait l'indifférence cosmique. Parce qu'il y a une nuance qui n'est pas anodine. Mais en fait, toujours est-il qu'on n'en est pas encore là, et qu'au sujet de cette période d'après-guerre, Lovecraft dit dans un texte, alors qui sortira plus tard parce qu'il date de 1922, si je ne dis pas de bêtises, le texte s'appelle A Confession of Unfaith, donc confession d'incroyance, confession d'impiété. Mais Lovecraft dit « La conférence de la paix, Friedrich Nietzsche, Samuel Butler, le moderne, H.L. Mencken et d'autres influences ont perfectionné mon cynisme. Une qualité qui s'intensifie à mesure que l'arrivée du milieu de vie dissipe le préjugé aveugle selon lequel la jeunesse s'accroche à l'hallucination fade du « tout va bien dans le monde » par simple désir de le voir ainsi.
Alors, bon, ça m'a fait tiquer ce passage parce que déjà, milieu de vie, alors bon, il dit le milieu de vie s'approche, parce qu'en 22, Lovecraft a 32 ans, quoi, donc oui, il s'approche de la quarantaine, mais bon, C'est le début de la fin. le mec s'enflammait un petit peu, quoi. Ayant moi-même le privilège, le sordide privilège d'avoir dépassé la quarantaine, je vous assure qu'à 32 ans, vous avez la vie devant vous, quoi. Et je suis sûr qu'un mec de 60 ans me dira qu'à 40 ans passés, on a la vie devant soi. Bref, ce qui m'a fait tiquer dans cette phrase, c'est quand même que, enfin, c'est l'équivalence un peu simple entre jeunesse et vœu pieux que le monde, que tout va bien dans le monde. Alors qu'en fait, alors ça c'est peut-être quand t'es un enfant. Quand t'es un enfant, tu crois au monde juste, par exemple. Mais quand t'es adolescent, souvent tu rentres dans la rébellion et tu commences à questionner la société. Y compris d'ailleurs quand t'es un adolescent d'assez bonne famille et que t'as pas raison de contester autant de bouts de la société que quand t'es un prolétaire ou un déclassé, etc. Tu vois. Mais je trouve que c'était un peu simpliste, quoi, de dire ah, les jeunes pensent et fantasment sur le fait que tout va bien dans le monde. Je pense que peut-être les enfants, mais pas les ados, pas les jeunes adultes. Voilà, quoi, je trouvais ça un peu simpliste. Alors, première série de remarques sur les références, les influences que cite Lovecraft dans cette petite citation. Bon, la conférence de la paix, je sais pas si vous l'avez, c'est donc l'espèce de négociation géniale, enfin, pardon, pas géniale, générale et géante qui donnera lieu au fameux traité de Versailles. Donc, c'est tout au long de l'année 19. Ça commence, je crois, en janvier ou en février 1919 et ça finira en novembre. Et c'est donc une proto-session extraordinaire de l'ONU, en fait, qui n'existe pas encore, parce qu'à l'époque, c'est la Société des Nations, qui n'existe même pas encore, je crois qu'elle a été créée qu'après-guerre. Mais bon, en tout cas, voilà. Bah, du coup, en 19, c'est bon. Ouais, mais je sais pas quelle année elle a été créée, tu vois. En tout cas, c'est notamment la grande négociation, où, d'une part, l'Allemagne et l'Ukraine, par exemple, ne sont pas invités, et où on dépaisse l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Empire ottoman. Donc c'est quand même la racine de beaucoup de phénomènes politiques qui vont arriver après. La page Wikipédia est extrêmement complète, hein, bien sûr, sur un niveau de cette importance géopolitique et historique. Audrey, je vois que tu fais un signe de la tête. La Société des Nations est créée au moment de des traités de Versailles, en fait. D'accord, voilà. Et donc je pense que, en fait, si Lovecraft suggère que la conférence de la paix l'a amené à consolider sa pensée philosophique, c'est parce que, rappelez-vous, il était pro-germanique. Il considérait que le teuton était donc l'espèce d'arien, etc. Il était nazi avant l'heure, finalement. Et donc, forcément, la défaite de l'Allemagne, combinée au fait qu'elle ne soit même pas participante aux négociations générales, et la dissolution de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire allemand. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il faisait une différence entre les austro-hongrois et les Allemands, lui, dans sa lecture racialiste et élitiste du monde. Mais je pense qu'il le vit comme une forme de désillusion, quoi. Une mauvaise nouvelle pour le monde, probablement. La lecture partielle de Nietzsche, surtout la lecture de Mencken, donc, qui est mentionné dans la même citation, qui est un journaliste, essayiste, scholar of English language, alors j'ai toujours on va dire académique, au sens, peut-être, je sais pas s'il avait un poste à la fac, quoi. Quand tu dis scholar, tu as envie de dire, bah, voilà, peut-être enseignant à la fac, qui a écrit un gros pavé sur l'usage de l'anglais aux États-Unis, de la langue anglaise, et qui a aussi écrit des œuvres de vulgarisation, on va dire, sur Nietzsche, et qui était un personnage assez particulier, à la fois un peu raciste, je dis un peu, je veux pas minimiser, mais là encore, hein, c'est un mec qui est mort en 1910, un truc comme ça. Enfin bon, un mec qui était assez raciste avec les Noirs américains. C'était un Américain, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Raciste avec les Noirs américains, soupçonné l'antisémitisme de façon un petit peu posthume, quand on a fouillé ses correspondances, mais qui était plutôt pacifiste, enfin pas pacifiste, mais non interventionniste, donc qui était contre l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Et donc je pense que c'est par le biais de Mencken, c'est pour ça qu'il le cite en fait, c'est par le biais de Mencken qu'il a lu Nietzsche, surtout, je pense plus que dans la version originale. Donc il a lu un digest. Et Samuel Butler, alors c'est un mec super particulier, donc Lovecraft précise qu'il parle du moderne, parce qu'effectivement, Butler a un illustre ancêtre qui est genre du XVIIIe siècle, un truc comme ça, ou du XVIIe même. Butler, c'était donc un auteur qui est connu pour une œuvre, en particulier une œuvre posthume qui est critique de l'Angleterre victorienne,
qui s'appelle Ernst quelque chose, et qui est sous-titré The Way of All Flesh, donc Ainsi va toute chair, qui a donné lieu, entre autres, au titre d'un album de Gojira, hein, voilà. The Way of All Flesh, c'est un titre de Gojira. Donc c'est un truc un peu à la Zola, parce qu'il y a plusieurs générations, c'est un peu les Rougeau-Macquart version victorienne. Et donc il critique le puritanisme victorien. On pense que Samuel Butler, en fait, était homosexuel. Donc pas facile quand tu vis dans l'Angleterre victorienne. Ouais. Et le fun fact, parce que je ne vais pas tous vous les faire, mais il a écrit une de ses premières œuvres, c'est un petit article sorti sous pseudo dans un journal, où c'était pas qu'il critiquait Darwin, mais en gros, il poussait la logique en disant, en fait, quand on fera des machines, elles finiront par nous dépasser, etc. Il faisait du darwinisme science-fictionnel, et en fait, on considère que c'est un texte pionnier dans la réflexion sur l'IA, indirectement, vraiment en tirant la ficelle. Et du coup, c'est pour ça que dans une petite œuvre de science-fiction, écrite par un certain Frank Herbert, qui avait commencé sa carrière comme journaliste, et qui, parce qu'il devait écrire un article sur une histoire de butte de sable sur un littoral américain, a écrit un roman qui s'appelle Dune. C'est pour ça que dans la genèse de l'univers de Dune, il y a un truc qui s'appelle le djihad butlerien. C'est ce Butler-là, ce Samuel Butler, qui donne ce nom au djihad butlerien, djihad pendant lesquels les humains détruisent toutes les machines pensantes parce qu'elles ont asservi l'humanité. Alors là, si je m'attendais à citer Dune sans forcer, quoi, juste par l'effet des recherches et des citations dans l'épisode sur Memory. J'en suis la première étonnée, car le mot-clé était « sans forcer ». Joshi fait remarquer quand même que dans cette petite citation, Lovecraft, en fait, ne mentionne pas deux de ses influences centrales, qui sont Ernst Haeckel, et notamment son livre The Riddle of the Universe, je crois traduit en français sous le titre Les Mystères de l'Univers, peut-être, ou L'énigme de l'Univers, et un certain Hugh Elliot, qui n'a même pas de page Wikipédia anglophone. J'ai halluciné, j'ai revérifié, ne vous inquiétez pas. Le mec n'a pas de page Wikipédia anglophone, même pas, vous savez, dans la liste des disambiguation, un truc en rouge, genre l'article reste à créer. Non, le mec n'existe pas. Et il a écrit pourtant en 1919, il a publié en 1919 un livre intitulé Science and Materialism. Joshi précise que, en fait, les deux philosophies dont je vais vous parler un petit peu, de Haeckel et de Eliot, elles ne sont pas complètement novatrices parce qu'on peut remonter au présocratique et à Épicure et ainsi de suite. Donc voilà, il dit eux n'étaient pas des génies, notamment Haeckel en fait était un escroc, on va le voir. Mais bon, c'est quand même les deux grosses influences sur lesquelles Lovecraft a pu agglomérer toutes les autres influences qu'il a, parce que Lovecraft est influencé par Darwin, etc. Donc c'est là que Joshi nous dit que Lovecraft avait lu Lucrèce en latin, par exemple, qu'il avait une très bonne connaissance des philosophes antiques, et lui, Joshi, n'arrive pas à savoir comment il a fait pour en lire certains dans tel ou tel contexte, etc. Mais Joshi tient à dissiper un espèce de malentendu au sujet de la philosophie de Lovecraft, qui est qu'il aurait été influencé par la philosophie du 18e. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il s'avère que Lovecraft, on vous l'a expliqué dans plusieurs épisodes, notamment dans celui sur Samuel Johnson, Lovecraft était maboule de l'anglais, de la prose littéraire du XVIIIe siècle. Il considérait que c'était le bon anglais, le vrai anglais, l'anglais noble, et que depuis, la langue était en train de s'avilir, mais pas du tout la philosophie. En fait, pour Joshi, les influences philosophiques de Lovecraft, c'est celle du 19e siècle. C'est Darwin, c'est Huxley, qu'on surnommait le pitbull de Darwin, c'est Haeckel, dont je vais vous reparler bien sûr, et en gros, c'est toutes les avancées de la biologie, de la chimie, de la physique, qui rendent de plus en plus les phénomènes inexpliqués, expliqués, pour le coup, connus et d'origine purement naturelle. Voilà, je faisais cette petite précision. Mais donc, qui est ce Ernst Haeckel ? Ernst Haeckel, c'est un biologiste allemand, si je ne dis pas de bêtises, ou autrichien peut-être, mais dans cette partie-là du monde, vous savez, le Mordor, qui est connu pour la théorie de la la théorie de la récapitulation, et aussi pour une espèce de philosophie religioso-scientifique qui s'appelle le monisme. Bon, le monisme, en gros, c'est Dieu est partout, même dans les cailloux. Donc, en fait, jusqu'ici, oui, c'est ce que dit la Bible aussi. Enfin, soulève un caillou et tu me trouveras, quoi. Mais ce qui veut dire par là, en fait, c'est presque du gnosticisme. C'est Dieu est dans chaque atome, etc. Et voilà, c'est un truc comme ça. En gros, il n'était pas créationniste. Il était même anti-créationniste. Donc, il était à fond sur la théorie de l'évolution. Mais par contre, il n'était pas anti-religieux.
Il était pacifiste, mais à l'approche de la Première Guerre mondiale, il est devenu de plus en plus nationaliste, en fait. Voilà, hein. Et il faisait des putains de dessins absolument splendides. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia de Ernst Haeckel, ou à taper même Ernst Haeckel dans votre moteur de recherche Google Images. Le mec faisait des dessins à la main d'oursins, de trucs biologiques, quoi, qui sont d'une beauté à tomber par terre. Le problème, c'est notamment qu'il aurait fait des dessins mensongers dans certains cas, notamment pour mettre en avant sa fameuse théorie de la récapitulation. Donc la théorie de la récapitulation, c'est quoi? C'est cette fameuse théorie dont vous avez sûrement déjà entendu parler, même si pas avec ce nom-là, qui est l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Sous-entendu, l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement d'un individu, donc vous, dans le ventre de votre papa, maman, ou dans votre truc couveuse, ou si vous avez été fabriqué sur une certaine planète de l'univers de Dune, dans votre cuve Axlot, eh bien... vous êtes passé par des phases à l'état d'embryon qui récapitulent l'évolution des espèces sur la Terre. Hein, le fœtus, à un moment, il ressemble à un lézard, il a une queue, etc. Je simplifie, bien sûr. Et en fait, comme le font remarquer certains biologistes plus modernes, c'est vrai dans certains cas. Il y a certaines espèces animales où le développement embryonnaire, le stade fœtal, passe par des étapes qui ressemblent à des trucs des ancêtres lointains, etc., machin, de l'espèce en question. Mais c'est pas vrai du tout, tout le temps, en fait. Sauf que Ernst Haeckel, il a fait des dessins trompeurs où il mettait en avant... en fait, les schémas d'animaux qu'il montrait étaient faux. Il vous montrait un embryon de, de salamandre, et en fait, il avait fait exprès de déformer pour que ça ressemble à un embryon humain, etc. Voilà. Donc depuis, le mec a été complètement destitué. Enfin, oui, il a été... ça me fait penser à ce... philosophe, c'est Dan Ariely, pas philosophe, psychologue par contre, psychologue américain Dan Ariely, qui est connu pour plein d'expériences de psychosocial et qui s'est avéré qu'il trompait les résultats de ses études et le mec a été désavoué, etc. Même si ses livres sont toujours disponibles, y compris en français. Il y a encore des podcasteurs qui le citent, ou des invités qui le citent sur des podcasts et le podcasteur ne relève pas le fait que Ariely a été convaincu de fraude. Voilà, mais c'est ce genre de personne un petit peu sulfureuse, mais qui, je le répète, faisait des putains de dessins absolument splendides. Franchement, pour le coup, voilà. Et donc la deuxième influence un peu moins sulfureuse de Lovecraft, c'est Hugh Elliot, de son nom complet Hugh Samuel Roger Elliot, qui en fait, donc, dans son livre Modern Science and Materialism, j'ai dit Science and Materialism, mais en fait c'est Modern Science and Materialism, pose en fait trois grands principes qui font l'architecture de sa philosophie. C'est des principes assez simples mais très intéressants, parce que vous allez voir que c'est assez aligné avec la manière dont fonctionnait Lovecraft à l'époque en tout cas. Premier principe, c'est ce qu'il appelle l'uniformité de la loi. Et en fait, en gros, c'est le principe de causalité, tout simplement. Considéré, alors poussé vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que le mouvement de chaque atome vient du mouvement de l'atome précédent, etc. Une notion de causalité gigantesque à l'échelle de l'univers. Le deuxième principe, c'est le refus absolu de la téléologie. Donc, si vous avez un petit peu de mal avec la théologie, je vous rappelle, parce que c'est une notion, moi-même, des fois, je galère un peu. Donc, c'est qu'en gros, la fin ne crée pas le phénomène. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, par exemple. Les événements historiques ne se déroulent pas comme ils se déroulent parce qu'un jour, on arrivera au royaume de Dieu, désolé pour les croyants qui nous écoutent, qu'on n'arrivera pas vers une systématique amélioration de l'homme. Peut-être qu'on va s'autodétruire dans une troisième guerre mondiale, voilà, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est valable à plein de niveaux. Par exemple, justement pour la théorie de l'évolution, qui est encore une théorie mal comprise aujourd'hui, si les girafes ont des longs coups, ce n'est pas pour atteindre les feuilles en hauteur, en fait. Ça, c'est l'approche un peu lamarckienne, justement, qui dit, la girafe, elle tend le cou de plus en plus pour atteindre les feuilles, donc elle étire son cou, et donc ses enfants vont avoir des coups de plus en plus longs, etc. Ça, c'est de la téléologie. C'est pour atteindre les feuilles, le cou s'allonge. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'évolution et la sélection naturelle, il suffit que dans une zone africaine donnée, il y ait un certain prédateur ou certaines maladies sur la végétation qui fait que les feuilles qui sont en bas des arbres, il n'y en a plus, ou elles sont mangées par des animaux concurrents des girafes. Les girafes qui vont le plus facilement survivre, c'est celles qui ont le cou le plus haut, parce qu'elles pourront manger des feuilles qui n'ont pas été atteintes. Et
Vous répétez ce phénomène sur des milliers de générations, vous obtenez cet animal, incroyable, qui est la girafe, mais elle n'a pas évolué pour ça. Elle n'a pas évolué pour le comportement. C'est parce qu'elle avait ce comportement qu'il y a une sélection génétique qui s'est opérée sur les individus de génération en génération et qui fait que les girafes à cou court, ça n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est le fameux refus de la téléologie. Et le troisième principe, c'est le refus, ou disons la dénégation, de toute forme d'existence autre que celle envisagée par la physique et la chimie, c'est-à-dire le refus de toute autre existence qui n'aurait pas de caractéristiques et de qualités palpables matérielles. Joshi fait remarquer que la formulation est un peu malheureuse parce que ça pourrait presque être retourné contre Hugues Elioc par des religieux qui diraient que oui, non, mais en fait, l'âme, il siège dans le corps de l'homme, etc. Voilà, l'âme est palpable, etc. Mais en gros, c'est bien sûr un principe matérialiste forcené, en fait. Et Joshi nous dit, au sujet de ces trois principes, que Lovecraft les a épousés jusqu'à la fin de sa vie. Lovecraft va même, en 1919, publier un texte qui est consacré à cette notion de matérialisme. Alors, l'inconvénient, c'est donc je vous avais dit qu'on allait reparler des problèmes de publication dans le journalisme amateur, c'est que dans I Am Providence, Joshi nous dit le texte est de 1919, enfin, le texte est publié dans une revue dont j'ai pas retenu le nom, un exemplaire qui est daté de 1919, je sais plus d'ailleurs si c'est septembre, je crois que c'est septembre, mais en fait, c'est pas sûr que ça a été écrit à cette époque, parce que le truc est sorti en 1922. Enfin, littéralement, le mec, le journaliste amateur, a préparé son exemplaire, il a contacté les autres journalistes pour qu'il y ait les articles, les poèmes, les essais, etc. Il a préparé son exemplaire de juin-septembre 1919, et le truc a mis 3 ans à sortir. Voilà, je vous dis 3 ans, c'était peut-être 2, peut-être que le truc est sorti en 1921. Mais vous voyez un petit peu le problème. Et comme j'ai pris connaissance de cet essai assez tardivement avant d'enregistrer le podcast, je vous l'avoue, je l'ai survolé ce matin. Donc je précise que l'essai s'appelle « Idéalisme et matérialisme, une réflexion ». Voilà, tout simplement. Voilà. Et on y trouve quelques affirmations qui sont assez sympathiques. Par exemple, ce que dit Lovecraft sur, en fait, pourquoi on a des croyances religieuses. Puisque pour l'esprit non instruit, il est impossible de concevoir l'action impersonnelle, chaque phénomène naturel était doté d'une intention et d'une personnalité. Si la foudre frappait la terre, c'était qu'un être invisible dans le ciel la lançait volontairement. Si une rivière coulait vers la mer, c'était parce qu'un être invisible la propulsait volontairement. Et puisque les hommes ne connaissaient d'autres sources d'action qu'eux-mêmes, ces créatures invisibles de l'imagination furent dotées de formes humaines, malgré leur pouvoir surhumain. C'est ainsi qu'émergea la redoutable lignée des dieux anthropomorphes, destinés à exercer si longtemps leur reprise sur leur créateur. Comme dirait le poète, l'humain fit Dieu à son image, et Joshi nous dit cette notion en fait que les êtres humains primitifs étaient, pour le formuler de façon un peu crue, juste de simples mauvais philosophes qui se sont trompés sur la nature des phénomènes. C'est une idée qu'on trouve en fait dans toute l'anthropologie du 19e siècle. J'ai envie de dire, petit 1, c'est très pertinent. Ce que dit Lovecraft sur l'anthropomorphisme des religions, enfin, c'est littéralement, il décrit tout le principe de la religion animiste, qui est de dire, il y a tel phénomène naturel dont je ne comprends pas les causes, c'est qu'il y a un être, il y a un esprit dans la rivière, il y a un dieu de la foudre, il y a un dieu de la lune, etc. Enfin, l'affirmation de Lovecraft est extrêmement pertinente, et au-delà des êtres dits primitifs, je ne reviens pas sur cette notion, je crois qu'on en a déjà parlé, sur que les gens qui sont aujourd'hui des chasseurs-cueilleurs et qui l'étaient déjà au 19e siècle ne sont pas primitifs, puisqu'ils ont continué à évoluer, même si leur culture, elle, a possiblement peu évolué depuis le néolithique, etc., mais eux, génétiquement, ont continué à évoluer comme nous. En fait, ce n'est pas des poissons fossiles. Mais cette idée, en fait, qu'il y a un problème de connaissance qui fait qu'on a des conclusions erronées sur le monde qui nous entoure, ça s'appelle, alors je ne sais pas si c'est le titre académique, mais moi je le connais sous le terme de théorie algorithmique, qui est très lié, vous allez voir, au développement actuel de l'IA. Quand je dis développement, c'est les derniers développements et aussi la hype autour de l'IA. Aujourd'hui, si je vous dis garbage in, garbage out, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est cette notion que, notamment par exemple sur les LLM,
La qualité du travail qu'ils vont produire quand vous leur demandez quelque chose va dépendre de la qualité de la base de données sur lesquelles vous les entraînez. C'est simple. En gros, si vous prenez une méthode IA et que vous l'entraînez uniquement avec des textes de Joule et qu'après vous lui demandez le sens de la vie, il est possible que l'IA vous réponde que le sens de la vie, c'est de sortir le cross-volet. Indétrônable. Indétrônable en termes de stream, en tout cas. Alors, j'ai pas suivi les derniers chiffres, mais il a longtemps été l'artiste le plus écouté en France, plusieurs années d'affilée. Donc, théorie algorithmique de l'esprit, qui est tout simplement qu'en fait, on aurait tous, l'humain, tous les humains ont le même cerveau. Et donc, la question, c'est pourquoi on n'a pas tous le même système moral ? Puisqu'après tout, on a le même corps, les poumons fonctionnent pareil entre la Nouvelle-Calédonie et New York. Pourquoi ? Puisque le cerveau humain fonctionne aussi pareil partout sur la planète. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays dans lesquels tu peux lapider ta femme dans un stade avec l'approbation des autorités, et pourquoi dans l'autre, tu as le droit de sortir en mini-jupe, etc. Machin. Et en fait, ça, c'est justement la théorie algorithmique. C'est juste que les informations qui ont été perçues à une époque, informations qui sont devenues de génération en génération une éducation, tout simplement, sont toutes passées dans le même algorithme. Et donc, c'est pas l'algorithme en fait qui est différent, c'est les infos que tu donnes, c'est la nourriture que tu donnes à l'algorithme de ton cerveau en fait. Ce qui renvoie à ce que je vous disais un peu plus tôt au début du podcast sur cette tendance qu'a l'être humain à parler de son cerveau et à parler de son fonctionnement intellectuel en passant par des métaphores, plus ou moins métaphoriques, correspondant au niveau de développement de la technologie. Les rouages, le âge de mémoire vive, etc. On reboucle là-dessus. Pour conclure sur l'essai de Lovecraft sur l'idéalisme et le matérialisme, bon, je ne vous fais pas tout le résumé, vous pouvez le trouver en ligne, hein. Il y a un PDF qui n'est pas super lisible, mais qui est disponible sur Internet Archive. Après, Internet Archive. J'adore ce groupe de musique, tu connais Archive. Les Archive Monkeys. Alors, je tiens à dire que je vis en anglais la moitié du temps, je vis en français l'autre moitié du temps, je suis, je sais pas comment on appelle ça, dysphonique, j'ai des neurodivergences diagnostiquées, dont je vous parlerai un jour, et voilà, parfois je fourche, voilà, et je fais partie des gens qui s'excusent après avoir fourché. Je ne sais pas si c'est très agréable d'ailleurs d'avoir un podcasteur qui se reprend et qui dit pardon, plutôt que d'enchaîner, vous me direz. Mais en gros, dans cet essai, Lovecraft considère qu'il y a une intemporalité du conflit, le conflit entre les différentes idéologies, les différentes opinions, les différents groupes, etc., que la conflictualité est consubstantielle de l'humanité, et que le summum de tous ces conflits, ou peut-être même le métaconflit, c'est celui justement entre l'idéalisme et le matérialisme. Les instincts de l'homme, rendus plus complexes par les impressions supplémentaires reçues via l'intellect naissant, développèrent dans bien des cas des réactions physiques et mentales nouvelles, et donnèrent naissance à des phénomènes isolés d'émotion. L'émotion, collaborant étroitement avec l'imagination, créa des illusions telles que celle de l'immortalité, qui est sans doute un mélange des notions humaines d'un autre monde, une notion acquise dans les rêves, et de l'horreur croissante de l'idée d'une mort totale, perçue par un cerveau désormais capable de comprendre comme jamais auparavant le fait que tout homme doit tôt ou tard perdre à jamais ses plaisirs habituels, chasser, combattre, ou s'étendre devant son arbre ou sa caverne préférée sous le soleil. L'homme ne veut pas renoncer à ses plaisirs, et son esprit cherche une échappatoire à l'abîme inconnu et peut-être terrifiant de la mort. Et ce qui est intéressant dans ce petit essai, c'est la conclusion, parce que vous allez voir qu'on boucle une fois encore avec Memory. Je vous laisse découvrir ça. Idéalisme et matérialisme, illusion et vérité. Ensemble, ils sombreront dans les ténèbres quand l'homme aura cessé d'être. Quand, sous les derniers rayons vacillants d'un soleil mourant, périra jusqu'au dernier vestige de vie organique sur notre minuscule grain de sable cosmique. Et sur les planètes noires qui tournoient démoniaquement autour d'un soleil noir, le nom de l'homme sera oublié. Les étoiles ne chanteront point sa gloire tandis qu'elles transpercent l'éther de cruelles aiguilles de lumière pâle. Mais qui n'aurait à ce point cure de l'analogie pour nier que les hommes, ou des êtres dotés de facultés humaines, ne peuplent d'innombrables myriades de planètes invisibles gravitant autour d'étoiles lointaines ? Leurs esprits, plus grands ou moindres que les nôtres, certains mondes abritant sans doute des créatures plus obtuses, d'autres des êtres que nous nommerions Dieu pour leur sagesse. Nul ne peut douter qu'en tout lieu où la pensée existe,
les systèmes de l'idéalisme et du matérialisme s'affrontent éternellement, irréconciliables. Un truc qui questionne énormément Joshi à ce stade de la biographie, c'est pourquoi ce matérialisme mécanique, comme il est convenu de l'appeler, a rendu Lovecraft pessimiste. Parce qu'en fait, pour Joshi, le constat est bon, le constat matérialiste, le constat cosmogonique, cosmologique, astronomique, etc. est bon, mais choisir de ressortir avec une philosophie pessimiste, ça soulève des questions. Alors bien sûr, les réponses, on peut les voir dans le chemin de Lovecraft, qui jusqu'ici a quand même été un peu semé d'embûches. On en reparlera plus en détail dans les épisodes qui viennent, je vous l'assure. Mais on a en fait une ombre de réponses dans un courrier qu'il va écrire en septembre 1919, donc peu de temps après Memory. Un courrier qu'il écrit à Reinhard Kleiner, donc un de ses correspondants réguliers et un de ses acolytes au sein de la United Amateur Press Association, puisqu'ils sont dans la même team. Il y a des clans dans cette association et Kleiner est un proche de Lovecraft depuis longtemps. Un soutien de son œuvre en même temps qu'un critique de ses théories raciales. Et donc Lovecraft écrit à Kleiner dans cette lettre du 14 septembre 1919. Il y a une véritable quiétude dans la conviction scientifique que rien n'a vraiment d'importance, que le seul but légitime de l'humanité est de minimiser les souffrances aiguës pour la majorité et de tirer toute satisfaction pouvant être dérivée de l'exercice de l'esprit dans la poursuite de la vérité. On voit un petit relent d'épicurisme quand même. Hein. Oui. Donc peut-être que tout n'est pas perdu pour le pessimisme Lovecraftien. Peut-être qu'il va retrouver un petit peu d'optimisme. Peut-être, oui, sait-on jamais. On en parlera dans les prochains épisodes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Audrey, pour finir ce podcast ? Nope. Ok. Je vous rappelle que tous vos retours sont les bienvenus sur les applis, logiciels, réseaux sociaux qui permettent de laisser des retours aux gens. Le podcast est disponible absolument partout, sauf sur SoundCloud et sur Google Podcast qui a disparu de la surface de la planète, à la manière de l'humanité ayant disparu de la surface dans Memory. Le prochain épisode sera consacré à une nouvelle beaucoup plus longue que Memory, puisqu'elle fait genre une dizaine de pages, Wow. avec une vraie histoire, une nouvelle absolument succulente, je tiens à le dire, une pépite, un joyau caché, comme on dit en anglais, qui s'appelle Old Bugs, dont on vous parlera avec grand plaisir très vite. Je sais qu'on a été très long à sortir ce 9e épisode de Lovecraft Therapy. Il se passe plein de choses dans nos vies respectives. On va, je l'espère, mettre moins de 5 ou 6 mois pour sortir Old Bugs. Voilà, je suis vraiment navré pour ce délai d'attente. Je fais mon maximum. Et mon maximum est parfois limité à sortir un épisode tous les 6 mois parce que j'ai plein de défis à relever dans ma vie personnelle et professionnelle. Prenez soin de vous. Et on n'a toujours pas de punchline. En fait, j'allais dire prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Mais ça, c'est ma punchline pour finir mes vidéos YouTube, en fait. Lisez des films, regardez des livres, ou le contraire. Ah non, ça c'est un autre podcast. Ça, c'est le podcast Adaptator. Donc voilà. Bah les gars, profitez pendant que vous êtes vivants et pas disparus de la surface de la Terre. Tentaculez-vous bien. T'es petit comme ma team Mimi. Je sais pas, mais je crois que ta team m'imite.